Allez, bonsoir à tous. Donc la fois précédente, j'ai parlé du travail, j'ai adopté, je vous ai proposé 3 angles particuliers. En réalité, 2 sur 3 ont été abordés. Donc, d'une part, j'ai évoqué le travail comme réalité anthropologique incontournable et principalement sous un angle individuel. Donc là, on a dit des choses comme pas de société sans travail, le travail est le geste par lequel l'être humain exprime et réalise la part d'humanité qui est en lui. Vous vous souvenez de toutes ces considérations. Le deuxième aspect, c'était cette fois-ci le travail comme rapport social et comme face à face entre les travailleurs et les capitalistes, entre le travail et le capital, et un face à face chaque jour recommencé, puisque le prolétaire, eh bien, il n'a pas d'autre choix que de repartir à l'embauche, de se présenter à l'embauche le lendemain matin. La journée se passe, à lui de faire en sorte qu'il en sorte indemne et qu'il puisse régénérer ses forces, sa capacité, sa force de travail, et pour pouvoir de nouveau se présenter à l'embauche le lendemain matin. Il n'y a pas de contrat de travail. Ah si, là, Il a un contrat, y compris avec un contrat de travail. Ah oui, 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 bien sûr, bien sûr. Au contraire, même je dirais, le contrat de travail, il prévoit un salaire qui permet à l'ouvrier de reconstituer sa force de travail, de survivre, de faire vivre aussi, vivre et survivre sa famille, sa femme, ses enfants, etc. Au 19e, c'est la famille, il y a de nombreux cas où la femme et les enfants travaillent aussi à l'usine. De nombreux cas. Hein. et son contrat. Et là, et sans contrat. Hein. Voilà. Oui, l'ouvrier, l'homme a un contrat, mais la femme et les enfants, c'est moyen. Et puis le troisième aspect que j'avais prévu d'aborder, c'était de présenter le travail comme un droit qui est ancré dans le premier et le deuxième aspect, c'est-à-dire quand on dit que le travail est une réalité anthropologique qui exprime l'essence humaine ou l'être générique comme il est dit dans les manuscrits, eh bien, salut, eh bien, entre dire ça et ensuite dire que c'est un droit, il y a peu, il n'y a même pas un pas de plus à franchir. Et qui plus est, quand on ajoute le deuxième aspect du travail comme rapport social. Ce deuxième aspect, c'est de dire que le travail est un droit, et un droit inaliénable, puisqu'il est associé au fait qu'il est une réalité profondément anthropologique humaine. L'homme exprime sa nature profonde à travers le travail. Je vais, pour commencer, donc je vais reprendre sur la deuxième partie, je vais m'inspirer de la deuxième partie de la fois dernière, c'est-à-dire le travail comme rapport social. Et on va faire des révisions. Voici comment nous en parlions la fois précédente. Petite révision. Le travail aliéné est né au rapport social capitaliste. Il est lié.
Voici comment nous en parlions à la fois précédente. Le travail tel que nous le concevons aujourd'hui est une invention récente, apparue au XVIIIe siècle, en lien avec le développement de la manufacture. À ce moment-là, les manières de produire changent. Des millions de paysans et d'artisans se retrouvent dépossédés de leurs moyens de production, prolétarisés, et contraints, pour survivre, de vendre la seule chose qu'il leur reste, c'est-à-dire la force de travail. Voyez les mots que je viens de prononcer. Contraint pour vivre. Il y a un concept qui peut être convoqué pour résumer cette phrase. C'est celui d'aliénation. L'aliénation a pas mal d'aspects, mais elle commence par cela, par la vente de la force de travail. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Je disais donc vendre sa force de travail. Cette chose-là va se faire via le contrat de travail et le salariat. En mettant en œuvre, dans les manufactures, dans des conditions définies par le patron, un travail concret. Ils vont produire des marchandises déterminées ayant une valeur d'échange précise, mais ils vont aussitôt être dépossédés de ces marchandises qui sont le produit de leur travail. Celles-ci vont être présentées sur le marché, vont subir l'épreuve du marché et de la concurrence, et le capitaliste va en retirer une valeur grâce à laquelle il va pouvoir récupérer sa mise. Marx dit que le travail concret, créateur de marchandises concrètes, réalisé dans le cadre d'un processus de production capitaliste donné, est le support du travail abstrait, c'est-à-dire de la valeur économique. Marx ressasse tout cela sous le vocable d'exploitation. Sans travail concret, c'est-à-dire sans la production de produits et de valeurs d'usage, pas de travail abstrait. Et à votre avis, qu'est-ce qui est intéressé par le capitaliste? Le travail concret ou le travail abstrait? C'est le travail abstrait qui intéresse le capital, parce qu'il crée la valeur et par conséquent la plus-value nécessaire à l'accumulation du capital. Voilà, donc pour les révisions, je vais rentrer dans le vif de mon sujet. Je vais m'appuyer pour ce commentaire sur un commentaire, une analyse qu'a effectué Jean Quétier dans le numéro 26 de Cause Commune, qui est une revue du PCF, en novembre-décembre 2021, il n'y a pas très longtemps. Et je m'inspire aussi d'un cours qui a été donné à Toulouse par Gérard Granel en 1983-84. Donc là, ça remonte à plus longtemps, sous le titre « Le travail aliéné dans les manuscrits de 1844 ». Et sur la trace écrite, vous aurez l'adresse électronique pour le téléchargement de ce cours. Voilà pour les révisions. Quelques mots sur les circonstances dans lesquelles Marx rédige les manuscrits de 1844. Depuis 3 ans, depuis 1841, c'est-à-dire depuis la parution de l'essence du christianisme de Ludwig Feuerbach, Marx et Engels sont feuerbachiens. Engels dira 40 ans plus tard, « Il faut avoir éprouvé soi-même l'action libératrice de ce livre pour s'en faire une idée. L'enthousiasme fut général, nous fûmes tous momentanément des Feuerbachiens. » Lucien Sèvres, dans l'introduction à la philosophie marxiste, il ramasse en peu de mots les thèses de Feuerbach. Ce n'est pas la religion qui fait l'homme, c'est l'homme qui fait la religion.
il faut mentionner aussi d'autres influences que celles de Feuerbach. Il y a aussi une esquisse d'une critique de l'économie politique que Engels a publiée fin février 1844. C'est au moment où Marx rédige les manuscrits de 1844 et qu'il trouva génial. Il publie ça dans les Annales franco-allemandes de fin février 1844. Il trouve ça génial. Marx venait juste de se mettre à l'économie politique. Et là, en lisant l'article d'Engels, il se rend compte qu'il avait encore beaucoup de chemin à faire, beaucoup de progrès à faire dans ce domaine. Mais il poursuit la rédaction des manuscrits de 1844. Il n'a pas encore rencontré formellement Engels et eu l'occasion de discuter avec lui longuement. Ça ne va pas tarder. Là, les manuscrits, on est en janvier, février, mars. Ça ne va pas tarder. Ça va se faire en août 44. Juillet-août 44. Donc, ce qu'il faut bien voir, c'est la petite nuance que je veux introduire, c'est que la fameuse amitié indéfectible entre Marx et Engels, peut-être qu'on est sur le chemin, je ne sais pas, mais on n'y est pas encore. On n'est pas encore dans l'époque de l'amitié indéfectible. Donc, Marx voit bien qu'il y a encore beaucoup de choses à apprendre. Il a aussi subi d'autres influences. Alors, celle d'un philosophe socialiste allemand, Moses Hess, qui présentait le travail comme un élément essentiel de la vie humaine, et celle d'un politiste allemand, Wilhelm Schulz, qui avait écrit « Le mouvement de la production », paru en 1843, où Schulz expliquait que le développement de la production et de la division du travail détermine la succession des formes de société et d'État, ainsi que la lutte des classes. Selon Auguste Cornu, dans son fameux ouvrage de 4 tomes, Marx semble avoir tiré de cet ouvrage les premiers éléments de son matérialisme historique. Voilà les influences de Marx au moment où il écrit les manuscrits. Quelle est l'idée de Marx en écrivant ces manuscrits? L'idée la plus générale, eh bien, c'est de proposer un dépassement de Feuerbach. Il trouve que Feuerbach, qui critique la religion, ça c'est très bien, je l'ai dit tout à l'heure, ils sont séduits par l'essence du christianisme, mais en même temps, au bout d'un certain temps, très vite, Marx pense que Feuerbach, finalement, ne fait que critiquer la religion, et pas plus que ça. Finalement, il ne parle pas assez de politique, par exemple. Donc c'est un dépassement de Feuerbach, mais en même temps un dépassement qu'il propose, tout en réinvestissant les influences qu'il subit de la part de Hess ou de Schulz. Donc, vous voyez déjà qu'on est dans un contexte où Marx subit plein de choses, il évolue beaucoup. Si on faisait la liste des petites brochures qu'il écrit dans ces années-là, on voit aussi qu'il y a une grande évolution qui se produit chez lui. Auguste Cornu décrit ça d'une manière admirable dans le premier et le deuxième tome. En 1944, il applique tout Marx. À Bruxelles. Il est à Bruxelles. Il a été expulsé d'Allemagne et il est à Bruxelles. Voilà. Il ne va pas y rester longtemps, mais
Il n'y a qu'à Londres où il va rester longtemps. Toutes les autres résidences, ce sont des résidences de quelques mois ou peut-être un an ou plus, je n'en suis même pas sûr. Donc là, il est à Bruxelles. On va d'ailleurs avoir l'occasion de l'évoquer, puisque après les manuscrits, je vais donner quelques indications sur ce que fait et ce que commet Marx, et mais maintenant Marx et Engels, il faut dire, ce qu'ils commettent tous les deux, en 45, 46, 47, 48, il y a tout un tas d'ouvrages qui sortent de Marx, Engels ou de Marx, ou d'Engels. Voilà, donc l'aliénation dans les manuscrits de 1844, je vais aborder, et là je suis le plan de Alexis Quétier dans Cause commune. Je vais retenir 4 aspects. Le premier aspect, c'est l'aliénation comme dépossession, comme perte de quelque chose, aliénation de la chose, aliénation du produit. Je vais employer toutes ces formules. Ça, c'est la première partie. Deuxième partie, ou deuxième modalité, ou deuxième aspect, c'est l'aliénation du travailleur à l'égard de l'acte même de la production. Si vous voulez, l'ouvrier, il n'est pas propriétaire des moyens de production et il n'a pas non plus la main, très logiquement, sur l'usage des moyens de production, sur le procès de production. Deuxième aspect. Troisième aspect, c'est l'aliénation qui concerne le rapport du travailleur à sa vie générique. Alors, vie générique, ça c'est une formule qui ne vous parle pas. On va dire c'est la vie relative à son essence humaine. C'est la vie relative à l'être humain en tant que représentatif de l'espèce humaine dans son ensemble. Donc, l'aliénation comme rapport du travailleur à sa vie générique, et ce rapport, il est détérioré, il est clivé, il est mauvais. Quatrième modalité, enfin, que je vais évoquer, eh bien, c'est l'aliénation de l'homme à l'égard de l'homme. Pourquoi? On va le voir. Pourquoi? Parce que dans toute cette affaire, il y a des hommes, des êtres humains, je devrais dire des êtres humains qui s'en sortent, qui sont les gagnants, et il y en a d'autres, bien sûr, qui sont les perdants, qui sont aliénés en long, en large et en travers. Voilà les 4 modalités. Ce que je vous propose, ce que nous vous proposons, et ça c'est un petit peu pour tenir compte du compte-rendu qu'on vous a remis, c'est de réserver les questions. Vous pouvez peut-être poser les questions en cours de route, mais les réponses, elles viendront à la fin de chaque partie. Si vous en êtes d'accord, c'est une réflexion c'est un modus vivendi qu'on a établi pour tenir compte de vos suggestions de la fois passée. Donc, le premier aspect, et aussi le plus important, c'est l'aliénation de la chose, aliénation du produit, l'aliénation comme dépossession. Donc, ça veut dire... je fais encore une autre remarque liminaire. Je vais souvent répéter les choses, les reformuler moult fois. Je suis bien conscient que là, nous sommes dans une conférence qui a un côté philosophique plus appuyé et avec des termes qui sont quelquefois sont peu usités, et donc je vais multiplier les reformulations. Donc cette première modalité d'aliénation, elle concerne le rapport du travailleur aux choses qu'il produit.
on peut dire aussi au produit de son travail, c'est-à-dire encore au monde extérieur sensible. Pour produire, il faut utiliser des choses diverses et variées. Et dit Roblin, je m'excuse, je ne savais pas que tu allais être là, dit Roblin, c'est l'envers direct de la propriété privée, cette affaire-là, cet aspect-là. Il est l'envers direct de la propriété privée. Mais l'individu qui a commis cette réflexion, il est devant moi. Voici ce que dit Marx là-dessus. L'objet que le travail produit, son produit, se dresse devant lui comme un être étranger, comme une puissance indépendante du producteur. Le produit du travail est le travail qui s'est fixé, matérialisé dans un objet. Il est l'objectivation du travail. La réalisation du travail est son objectivation. Dans le monde de l'économie politique, cette réalisation du travail apparaît comme la perte pour l'ouvrier de sa réalité. L'objectivation comme la perte de l'objet ou l'asservissement à celui-ci. L'appropriation comme l'aliénation, le désessiment. Donc, voilà un texte où Marx parle de l'aliénation du travailleur, mais on va dire tout en nuances. Pourquoi? Parce que Marx, d'abord, il évoque la puissance créatrice du travailleur qui débouche sur un produit, sur un objet. C'est ce que veut dire Marx quand il parle de l'objectivation du travail. Et après avoir évoqué la puissance créatrice du travail, Marx en vient à l'aliénation. La puissance créatrice, on va dire, objectivation. Objectivation. Il y a un objet, il y a objectivation à travers un objet. Un produit, un objet, objectivation. Puissance créatrice. Voilà le nuage de notions. C'est après avoir parlé de ça que Marx évoque l'aliénation. Ce n'est pas pour rien. L'objectivation, c'est un aspect nécessaire du travail. Là où il y a travail, il y a objectivation. Il y a produit, il y a objet, il y a objectivation. Bien. Il n'y a pas de travail sans production d'objets. Je me répète, hein, j'en suis bien conscient, je me répète. Il n'y a pas de travail sans production d'objets. Et cela, on va dire, n'appelle pas de critique ou de réflexion particulière, de critique particulière. Les problèmes commencent quand les objets produits par l'ouvrier lui échappent. Quand il s'en trouve dépossédé, mot déjà prononcé. Quand il se dresse devant lui comme une puissance indépendante, ça, ce sont des mots de Marx. C'est là où les problèmes commencent. Quand les objets, les produits, se dressent devant lui comme une puissance étrangère et autonome, mot de Marx également. Pourquoi cela? Parce qu'il n'a pas la propriété privée des moyens de production, ni la main sur le procès de production. Voilà. Dans le capitalisme, sous-entendu. Hein, c'est ce qu'il faut aussi ajouter. Dans le capitalisme, sous-entendu. Marx dit... L'ouvrier se trouve devant le produit de son propre travail, dans le même rapport qu'à l'égard d'un objet étranger. S'il en est ainsi, il est évident que plus l'ouvrier se dépense au travail, plus le monde étranger, objectif qu'il crée en face de lui, devient puissant. Plus il s'approprie lui-même, et plus son monde intérieur devient pauvre,
moins il possède en propre. C'est la même chose pour la religion. Plus l'homme projette de choses en Dieu, moins il en garde en lui-même. L'ouvrier place sa vie dans l'objet. Mais, alors celle-ci ne lui appartient plus. Elle appartient à l'objet. Plus cette activité est grande, plus l'ouvrier est privé d'objet. Il n'est pas ce qu'il produit par son travail. Plus ce produit gagne en substance, moins l'ouvrier est lui-même. L'aliénation de l'ouvrier dans son produit signifie non seulement que son travail devient un objet, une réalité extérieure, mais que son travail existe en dehors de lui, indépendamment de lui, étranger à lui, et devient une puissance autonome face à lui que la vie qu'il a prêtée à l'objet s'oppose à lui, hostile et étrangère. Voilà. Vous voyez d'ailleurs un texte comme celui-là, vous voyez que Marx, il se répète pas mal, hein, il va tout doucement, comme j'essaie de faire aussi. Donc j'insiste, c'est un euphémisme pour dire je me répète, pas bêtement j'espère. Donc l'objectivation, donc la production d'objets, l'objectivation, est une condition nécessaire de l'aliénation, on peut dire aussi de la dépossession, mais non suffisante. Pour être dépossédé d'un objet, il faut qu'il y ait un objet. Ça, évidemment, c'est bien le moins, c'est-à-dire objectivation, je répète encore, mais cela ne suffit pas. Il faut aussi la propriété privée des moyens de production. Encore une fois, l'objectivation est dans l'ordre des choses. Il faut bien que le travail débouche sur des objets. Marx dit « La réalisation du travail est son objectivation. » Donc, non seulement l'objectivation, l'objet produit est dans l'ordre des choses, mais celui-ci manifeste aussi, par la même occasion, les potentialités du producteur. On parlait tout à l'heure de sa créativité. L'objectivation ne débouche donc pas forcément sur l'aliénation. Le lien objectivation-aliénation n'est pas correct. Quand vous le rencontrez, il n'est pas correct. L'aliénation ne réside pas dans le fait que le travail produit des objets, mais dans le fait que ces objets produits vont être perdus, que l'ouvrier va en être dépossédé. Dans le fait qu'ils ne peuvent pas ne pas être perdus. Dans le fait qu'ils sont toujours déjà perdus. Toujours déjà perdus. Vu le système. En produisant, le travailleur extrait quelque chose de lui-même, dit Frank Fischbach dans un de ses ouvrages, extrait quelque chose de lui-même qui, une fois déposé dans le produit du travail, devient méconnaissable pour le producteur lui-même. Le travailleur, dit Marx, se rapporte au produit de son travail comme à un objet étranger. Alors, bon, je transcode, je traduis, je commente. La puissance créative de l'être humain s'accomplit, s'objective, on peut dire, dans l'objet, s'objective dans l'objet, mais cet objet, le travailleur le sait depuis le début, va être perdu. Il va forcément être perdu, il va se mettre à mener une autre vie, l'objet, indépendant par rapport à celui ou celle qui l'a produit. Voilà, c'est ce que j'appelle la perte. La perte. Marx aussi. Le travailleur voit le produit de son travail, là c'est moi, lui passer sous le nez.
et il perd le contact avec lui. Celui-ci, cet objet, se retrouve sur le marché, noyé dans la masse des objets produits. Il ne le voit pas, mais il sait qu'il est là quelque part. Et plus le travailleur produit d'objets, plus la masse des objets produits à laquelle il se trouve confronté devient énorme. Énorme, aurait dit, bah oui, celui qui a, Madame Bovary. Oui, Balzac. Non, Flaubert. Il est énorme. Il écrit énorme. Il écrit énorme, H-E-N-A-U-R-M-E. Et donc, plus la perte devient énorme. Et pourquoi cette perte? À cause de la propriété privée des moyens de production. Bon, je reviens toujours. Hein. Que l'objet que l'ouvrier fabrique soit perdu, c'est pas grave en soi, s'il est bien payé pour le travail qu'il a fourni. Donc pourquoi on insiste tellement sur la perte de l'objet? Voilà, je pense que Il est très mal payé. C'est l'idée, hein. C'est quelqu'un qui fabrique, par exemple, des pièces détachées d'une voiture, bah, il va les perdre, mais c'est pas grave. Moi, je pense qu'au niveau des manuscrits de 1844, cette question ne reçoit pas de réponse. Au niveau des manuscrits de 1844, il y en a une dans le Capital, mais c'est bien après, c'est des dizaines d'années plus tard. C'est que, par définition, l'ouvrier n'est jamais bien payé, par définition. Il y a un autre aspect, c'est que bon, l'ouvrier, il se fabrique lui-même en faisant l'objet. Et quand on lui retire l'objet, on lui retire y compris sa propre puissance, y compris sa façon de se faire lui-même. Voilà. C'est aussi pour ça que c'est une en perte. somme oui, mais c'est aussi la perte de lui, de son habileté, de sa capacité Voilà. de bosser. Voilà. C'est Moi, je fais un parallèle entre le travail avec une création artistique. L'artiste crée une œuvre et l'œuvre la dépasse parce que le public, les gens s'en approprient et il n'est plus maître en fait de son œuvre. Oui, l'interprète, la commente, etc. Oui. Ouais, ils construisent un rapport avec cette œuvre. Ils voient des choses que l'artiste n'avait pas forcément vues. Ça arrive aussi quelquefois. C'est très différent. Pardon? C'est très différent. La production faite par l'artiste et la vie qu'elle mène, c'est très différent parce qu'il est toujours lié à sa production, l'artiste. L'artiste, Eh bien oui. oui, il ne cesse pas de l'assumer. Ben, par définition. Oui, bien sûr. Bien sûr. De quel artiste? Quel artiste, voilà, c'est quel artiste qui réussit comme Picasso. Oui, ou comme Flaubert. Tout artiste en... Non, on va dire tout artiste en Ah général. oui, tout artiste. Hein. Tout artiste en Après, général. on peut... Mais là, on n'est pas dans un rapport social capitaliste. non. On est dans Même un si elle rapport... marche de là. Commercial. Oui, et puis même un rapport d'un artiste avec son public. Il y a bien sûr, il y a un petit côté commercial, ça c'est indéniable, mais on peut aussi mettre en avant le rapport de l'artiste avec son public. Ben oui, mais par exemple, Villègle, il signait ses œuvres quand il les vendait. Ce qui signifiait bien que c'était la vente Qui était d'abord... qui était plus importante que l'œuvre. Et là, il est en plein dans le... Dans notre truc là. Ah Hein. oui, Il est dans le rapport marchand, lui, carrément. ah oui, carrément. Mais ça reste lié à l'artiste. L'œuvre reste liée à l'artiste. Ok. Alors là, alors que Allez, l'objet, vas-y. non. parce que Alors, ça- oui, bien sûr. Comment ça Donc, Et l'ouvrier peut retrouver l'objet à travers le fait de devenir consommateur de l'objet. ah ben oui, mais Mais il va le payer deux fois, quoi. Il va le payer. Oui, Voilà, enfin, c'est les ça. sacs Vuitton, en général, ils retrouvent. donc voilà, ici,
le travailleur, dit Marx, se rapporte au produit de son travail comme à un objet étranger. Ce qui ne va pas être le cas de l'artiste. Là, on le voit. La puissance créative de l'être humain, donc elle s'accomplit, elle s'objective dans l'objet, mais cet objet, je le disais tout à l'heure, et le travailleur le sait depuis le début, il va être perdu. Et je disais aussi, je rappelle ce que je disais, pour qu'il y ait une aliénation, il faut la propriété privée des moyens de production. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le travail de l'artisan sous l'Ancien Régime, il n'était pas aliéné au sens des manuscrits de 1844, parce que ce dernier, l'artisan de l'Ancien Régime, il maîtrisait son procès de production et le produit de son travail lui appartenait. Les moyens de production lui appartenaient, il décidait son procès de production, etc. Donc ce n'est pas un travail aliéné au sens où Marx emploie le mot aliéné dans les manuscrits de 1844. Mais le même individu, une fois prolétarisé, c'est-à-dire dépossédé de ses moyens de production et continuant de produire les mêmes produits, de faire le même métier, eh bien, et là, pour le coup, il fait l'expérience du travail aliéné. J'ai pris des situations simplifiées, bien entendu. Il ne maîtrise plus, il ne maîtrisait pas le procès de travail, ni le produit de son travail après la Révolution, notre même artisan. Et cela a pu se produire bien des fois. On peut le supposer. Voilà la première partie, donc l'aliénation comme dépossession, perte de l'objet, perte du produit, dans le cadre du régime capitaliste, je le dis encore une fois. Deuxième modalité, deuxième aspect, deuxième partie, l'aliénation comme du travailleur à l'égard de l'acte même de la production. Elle est complémentaire de la première modalité, c'est tellement vrai que inconsciemment je l'ai abordé aussi de mon propre chef, sans m'en rendre compte. L'ouvrier qui n'est pas propriétaire de ses moyens, des moyens de production, il n'est pas maître, bien entendu, c'est logique, du procès de production. Voici comment Marx en parle. Le travail est extérieur au travailleur, c'est-à-dire n'appartient pas à son maître. Je vais laisser la dame s'installer. Donc je répète, le travail est extérieur au travailleur, c'est-à-dire il n'appartient pas à son être. Le travailleur ne s'affirme donc pas dans son travail, mais s'y nie. Il ne s'y sent pas bien, mais malheureux. Il n'y déploie pas une énergie physique et spirituelle libre, mais il fortifie. Il mortifie son physique et il ruine son esprit. Donc là, cette modalité de l'aliénation, elle signifie que le travail est réduit au rang de simple moyen en vue d'une fin qui est extérieure au travailleur, c'est-à-dire la satisfaction de besoins sur lesquels il n'a aucune prise, ni individuellement, ni encore moins collectivement. Marx dit, dans le travail, l'ouvrier ne s'appartient pas à lui. Même, il appartient à un autre. Dans ces conditions, le travail est vécu non comme un besoin, mais comme une souffrance par laquelle le travailleur doit passer pour satisfaire ses propres besoins. Il faut, comme on dit, il faut bien travailler pour vivre. D'où l'idée, dit Marx, que dès que possible, le travail est fui comme la peste. Autrement dit, le travail bien qu'opéré par l'individu
Opérer, vous savez, c'est ce mot moderne, hein. Les avions sont opérés par des compagnies aériennes. Donc le travail, bien qu'opéré par l'individu, ne lui apparaît pas comme sa propre activité, en dépit de ça, mais comme une activité en elle-même autonome qui ne se réalise qu'à travers lui. Une activité dont il est l'agent passif, dominé. Une activité, si vous voulez, dont le travailleur n'est que l'occasion, l'agent extérieur. Voilà le deuxième aspect de l'aliénation. Troisième aspect, l'aliénation, elle concerne aussi le rapport du travailleur à sa vie générique. Ne vous inquiétez pas, je vais utiliser le terme ainsi que des synonymes approximatifs. L'aliénation comme rapport du travailleur à sa vie générique. C'est-à-dire l'aliénation, première reformulation, comme négation de sa vie générique. C'est-à-dire de son essence, la vie générique. Je vous propose cette définition de Émile Botticelli de 1972. C'est dans une note de bas de page de son introduction, de sa présentation des manuscrits de 1844. Dire que l'homme, c'est je pense, une très bonne définition. Dire que l'homme est un être générique, c'est dire que l'homme s'élève au-dessus de son individualité subjective, qu'il reconnaît en lui l'univers objectif et se dépasse ainsi en tant qu'être fini. Autrement dit, il est individuellement le représentant de l'homme. Voilà. Donc, c'est ça que j'ai vraiment en tête. Hein. On va essayer de tourner autour de cette définition. Oui, c'est essence au sens matérialiste du terme. Et pas Un peu plus fort. essence au sens matérialiste du terme chez Marx. Et non Oui, pas, alors... pas au sens idéaliste du terme. Non, alors on va dire ce qui... en 44, non. En 45-46, avec l'idéologie allemande, tout est clarifié. Mais en 44, justement, Marx est encore sur une conception que certains disent, alors, qu'on dit souvent humaniste, certains disent hoministe. C'est un néologisme, hein. C'est un néologisme, c'est justement pour ne pas dire humaniste, hein, pour ne pas avoir l'air de rejeter l'humanisme. Je voulais dire, c'est pas l'essence au sens platonicien, où c'est l'idée d'un ailleurs. C'est ça. Ça, c'est pas ça. Alors, Mais non, parce qu'en au moment des philosophie, manuscrits de 1844, par exemple, Marx n'a pas encore écrit la 6e thèse sur Feuerbach, où il dit que l'essence humaine n'est pas une abstraction inhérente à l'individu isolé. Dans la réalité, elle est l'ensemble des rapports sociaux. Je ne jure pas que ce soit tout à fait ça à 100%, mais c'est ça. Je crois que c'est ça. Il y a un aspect que je trouve intéressant. Par exemple, des ouvriers qui contribuent à l'élaboration d'un paquebot. Et les gens qui ont construit le viaduc de Millau. J'ai vu des émissions où on a interviewé des gens qui ont travaillé, ils ont une fierté. Ah, ça, c'est nous, on a participé à cette œuvre finie. Donc, c'est pas rien pour vous à dire ça. D'accord, ils sont trimés, mais quand ils voient les résultats, il y a une fierté d'avoir contribué à ça. Voilà. Donc c'est ce que Jean Roblin évoquait tout à l'heure quand il disait que à travers son travail, l'homme, l'être humain, exprime, enfin concrétise, exprime, manifeste sa puissance créatrice. Et il en est fier. Il en est fier. Mais en même temps,
il est dans le même mouvement. Dans le même mouvement, il en est dépossédé. Dans le même mouvement, il en est dépossédé. Mais il est non seulement... Alors, je vais le redire comme ça. Je ne l'ai pas dit comme ça tout à l'heure, mais peut-être on peut le dire aussi comme ça. Non seulement il est dépossédé de l'objet, produit-objet, mais il est aussi dépossédé de sa puissance créatrice. Il est, comment dire, elle est... c'est ce qu'exprime bien le terme allemand. Arbeit macht frei. Ah non, non. Non, non. Non, mais en instant. Non, je fais exprès. Attention, il y a le maire de Nice qui va porter plainte là. Hein. Oui, oui, je pense que j'ai bien compris. J'ai bien compris. Mais le terme... non, non, mais j'ai bien compris, Arbeit macht frei, on peut l'interpréter. Il y a une part de vérité que l'on peut admettre. Mais le contexte... voilà. Si vous êtes dans l'allemand, on dit Arbeitgeber, donneur de travail, et Arbeitnehmer, preneur de travail. Ça montre bien les choses. Sinon, pour finir de commenter cette question de la puissance créatrice, le terme allemand, l'un des termes allemands pour aliénation, dit bien la chose. C'est Entäußerung. Entäußerung, c'est la sortie de soi. Hein? Donc, je vois bien, moi, le mouvement je veux dire, de raclage. De raclage de la puissance créatrice de l'être humain. Tu peux parler plus fort qu'on t'entend. On retrouve la dépossession. On retrouve la dépossession. Oui, mais parce que le terme est ambigu, c'est extériorisation. On s'extériorise et le mot est utilisé. Et bon, celui que tu n'as pas cité comme influence. Comme influence. Bah oui, comme influence, et évidemment Hegel, bon, le mot est utilisé dans les deux sens, et chez Hegel et chez Marx, extériorisation et aliénation proprement dite. Alors, aliénation, en allemand, c'est pareil que la racine latine, c'est étranger. Hein, ben oui, et c'est vraiment, c'est devenu étranger. Alors, pour comprendre ça, quand vous dites, par exemple, oh, moi je sais pas, le rugby, ça m'est complètement extérieur, ben vous êtes déjà en train de dire que ça vous est étranger. Alors, comment on passe d'un sens à l'autre? Ben, c'est précisément quand cette extériorisation, elle se retourne contre vous et vous domine. C'est ça. Moi, j'ai le sentiment, mais ça, c'est une question que, pour le coup, je te pose. J'ai le sentiment que Entäußerung viserait plutôt l'objet, le produit, et Entfremdung, l'essence. Pas forcément. Pas forcément. Pas forcément. Les deux mots, c'est chiant, mais les deux mots se superposent très souvent, et surtout dans les manuscrits de 44. Bon. Ah oui, mais oui. ça, c'est... Alors, la troisième modalité, l'aliénation comme rapport du travailleur à sa vie générique, comme négation de sa vie générique, c'est-à-dire de son essence. C'est-à-dire encore, et là je suis dans la ligne droite de la définition de Botticelli, c'est-à-dire encore de négation de ce qui fait qu'il est un être humain distinct de l'animal. Et quelle est cette caractéristique générique, cette caractéristique essentielle qui définit l'essence de l'être humain? C'est le fait que l'être humain peut produire autre chose que ce dont il a immédiatement besoin en tant qu'individu. Oui, et qu'il en a l'idée de la production. Et qu'il en a l'idée. L'idée, voilà. Au sens Donc, marxiste souvenez-vous du terme, d'une citation que j'ai faite, Oui. la conférence introductive sur le travail, vous savez, la fameuse comment dire, image des abeilles, etc.
L'être humain peut produire sans nécessairement coller à ses besoins du jour, à ses besoins de l'instant présent. Il peut produire pour le groupe, et pas uniquement pour lui, pour le groupe. Il peut produire le groupe, la communauté. Il peut produire pour satisfaire ses besoins d'aujourd'hui, ou bien ses besoins du jour d'après, de demain. Autrement dit, si on passe à l'universalisation, il peut produire de manière universelle. De manière universelle. Est-ce que c'est pas finalement une prémisse non sue, mais de la sécurité sociale? C'est-à-dire de prévoir, lorsqu'il ne sera plus capable de produire, une rente qu'il pourra avoir pour survivre, pour tenir encore, pour ne pas mourir. Je vois bien, mais j'ai quand même envie de dire non, parce que là... pas dans les manuscrits, alors. Là, Marx, tout comme dans l'idéologie allemande d'ailleurs, l'année d'après, il est dans des sociétés, comment dire... il est dans les sociétés qu'il a sous les yeux. Et on est à 1000 encablures de ça. 1844. On est à 1000 encablures. Il y a quelque chose qui va naître bientôt, c'est les caisses de prévoyance. Elles ne s'appellent pas comme ça, elles s'appellent autrement, j'ai oublié le nom. Mais ça va naître il y a déjà des caisses de secours. Il y a des caisses de secours à propos des grèves, des trucs comme ça. Bon. Voilà, société de secours mutuel. Organisée par les syndicats. Le syndicat français, c'est en 1828 la société du secours mutuel. Voilà. Bon, c'est un peu ce que vous évoquez. Mais le problème, c'est que l'assurance sociale et tout ça, ça va se situer dans une perspective qui est la cessation du travail, la limitation du travail, quand on admet que les gens ne sont pas obligés de bosser jusqu'à crever, mais que... alors, la limitation de la journée de travail, du temps de travail, et au niveau de la vie entière. C'est ce qui fait que je suis... Voilà. Non, on peut aussi prendre... vous savez, la distinction entre salaire net et salaire brut. D'aujourd'hui, bien sûr, on peut... il y a des gens qui disent, c'est quoi le salaire net? C'est le salaire pour aujourd'hui. Pour vivre aujourd'hui. Aujourd'hui, on va dire que c'est un mois. Hein. Voilà. On va pas épiloguer, hein, mais c'est pour vivre aujourd'hui. Et le salaire brut, c'est pour vivre toute la vie. Puisque le salaire brut, c'est lui qui permet ensuite d'avoir les cotisations, les retraites, les machins, les trucs. Bon. Donc, je dis ça, c'est pour dire aussi que ce que vous avez dit tout à l'heure est recevable, bien entendu. Hein. Mais, si on fait... Sur 2 siècles, là, hein, je ne sais pas trop, 1 siècle et demi, 2 siècles, ou plus, si on regarde les choses sur 2 siècles, eh bien, produire pour les besoins d'aujourd'hui et produire pour les besoins de demain tels que Marx l'évoque, là, on est, ou bien tel qu'il évoque dans l'idéologie allemande, c'est encore plus net, on est au niveau 1, peut-être, de la prévoyance. Hein, au niveau 1, peut-être 1,5 de la prévoyance, et nous sommes à un niveau très élevé. Je continue. Donc, l'être humain peut produire de manière universelle pour ses besoins d'aujourd'hui ou de demain. Son activité, alors c'est là où je reformule, où je replace les mots qui
fâche. Son activité productive peut être une activité générique, exprimant son essence, répondant à des besoins génériques, correspondant à son essence, faisant de lui un être générique, conforme à son essence. Voilà. Là, je replace tous les termes en essayant d'être fidèle à l'expression de Marx. Ça, c'est modalité de production universelle. Au lieu de ça, eh bien, le travail aliéné n'est qu'un simple moyen de la survie individuelle. La vie générique, donc c'est l'autre réalité, la vie générique de l'individu, celle qui le verrait s'adresser par son activité productive à la généralité de ses congénères, qui le verrait leur fournir des produits correspondant à leur spécificité d'être humain, eh bien cette vie générique, conforme à son genre proprement humaine, elle est empêchée, ravalée au rang de simple moyen de la vie individuelle. Avec la trace écrite, vous pourrez ruminer les choses aussi. Il travaille pour survivre. Il travaille pour survivre. En espérant juste pouvoir se présenter le lendemain à l'embauche en étant de nouveau en état de travailler. Là, expression actuelle, métro, boulot, dodo. Marx dit: le travail aliéné renverse le rapport du travailleur à sa vie générique, en ceci que l'homme, justement, parce qu'il est un être conscient, fait de son activité vitale, de son essence, seulement un moyen en vue de son existence. Voilà, donc là, comprendre, le travail aliéné ravale ce qui pourrait être une production universelle, répondant à toutes sortes de besoins pour tout le monde, pour toutes sortes d'êtres humains. Production universelle, c'est-à-dire une production, encore une fois, générique, une production du genre humain, exprimant l'essence humaine, et c'est ravalé en un simple moyen de la survie individuelle. Pour le dire encore, oui, j'ai vu. Pour le dire encore autrement, alors que l'activité productive devrait être la manifestation des caractères génériques, essentiels, de l'être humain, le mode de production capitaliste la ravale au rang de simple dépense de ce que Marx appellera bien plus tard, en 1859, la force de travail. L'essence de la production se retourne donc en une monstruosité. Elle devrait être une manifestation de soi, là on l'a évoqué 2-3 fois, là, ça, à travers la fabrication des objets. Au lieu de cela, elle se retourne en un vil expédient pour vivre et pour survivre. Le travailleur ne réalise pas son essence par le travail, il la nie. Le travail est transformé en sacrifice de soi. L'énergie créatrice que le travailleur a mise dans l'objet lui est volée parce que l'objet lui est volé. Donc là, vous deux. Marx, tu voulais intervenir? Donc pas maintenant. D'accord. Marx dit: le travail aliéné réduit l'homme à un être sans objet. Au lieu que le travail permette l'expression des compétences et de la personnalité de l'ouvrier, il en devient la négation. L'être humain est nié dans son essence, c'est-à-dire qu'il ne se reconnaît plus comme être humain. Il est devenu étranger à lui-même, je ne sais plus qui le disait. Et il en va de même pour chaque être humain. Quand je dis l'être humain, c'est général, mais il en va de même pour chaque être humain. Autrement dit, les êtres humains sont devenus étrangers entre eux. Bien sûr. Ils ne s'humanisent plus. Ils ne font plus société.
là, problématique actuelle. Problématique actuelle. La désertion du politique. Les difficultés de la vie associative. Marx, il l'exprime comment ça? Dans quel terme? C'est la différence entre Gemeinschaft et Gesellschaft, non? Gemeinschaft, c'est la communauté, et Gesellschaft, c'est la société. C'est la société, voilà. Donc, il est... Bürgerliche Gesellschaft, société bourgeoise, société civile. Voilà. Société civile. Hein? Société civile, t'es d'accord? Oui, bah oui, bon, voilà. Gemeinschaft, non, c'est la communauté. C'est la communauté. C'est en dessous. C'est en dessous. C'est-à-dire que là, la société ne fait pas du tout communauté. Dans les manuscrits de 4, elle ne le fait pas. Elle ne fait pas communauté. Non. Donc je pense aussi... Là, ça pose juste un problème, c'est qu'à l'époque, il n'y a pas encore de claire distinction de rapports sociaux bien déterminés, ce qui fait que ça superpose un peu les termes. Quoi. On va y revenir après. Je vais l'évoquer à la fin. C'est une petite difficulté, et c'est la raison pour laquelle j'évoque le moins possible tout ce qui est économique. Parce que dans les manuscrits, il y a des tas de notations économiques. Je suis passé à côté parce que elles vont être hachées menues par le capital, donc c'est pas la peine. Alors, je vous propose une réinterprétation actuelle de ces aliénations. Je vous propose la pratique du lèche-vitrine. Vous allez voir, hein, vous allez voir. Du lèche-vitrine. Je ne sais plus comment ils disent le marchandisage ou la marchandisation. On se soumet au non, c'est pas ça. Les Québécois l'ont formé. Bon, le lèche-vitrine. Donc c'est une situation que vous connaissez. Ça vous est tous arrivé. Ça vous est tous arrivé après un moment d'activité chargée, etc., d'avoir envie d'aller prendre l'air, ou bien ça vous est tous arrivé d'avoir envie de tromper l'ennui. Et alors, qu'est-ce qu'on fait quand on est niçois? On va sur la prom, ou sur l'avenue, au Montboron, aux Galeries Lafayette, etc. Ouais, Colline du Château. Colline du Château. Bien. Carte 3000. Donc jamais dans des bibliothèques ou quoi, les Niçois. Non, mais ça, c'est par accord avec ma démonstration. Donc, message. Ce que tu aurais pu dire, je sais les pas, en bibliothèques, général, mais les Niçois. non, ne m'ennuie pas avec les bibliothèques pour aujourd'hui. Donc, et bien sûr, il y en a qui ne vont pas aussi loin, qui vont juste au supermarché du coin. Bien. Et moi, je me dis que quand nous faisons ça, eh bien, nous allons rendre visite aux objets volés. Oui. Ah, bien sûr. D'où la phrase de Proudhon, Ah, c'est mignon, c'était pour la chute. Voilà. La chute, c'est pas encore la chute. Ah. D'où la phrase de Proudhon, la propriété. C'est le vol. Non, mais... Et donc, finalement, le frère de... Bon, c'est vrai, c'est très proche. En volant, on se... Magiquement, parce que ça ne peut pas marcher, on ne peut pas l'ériger en principe. Mais Marx, c'est sûrement l'œuvre de Proudhon qu'il appréciait le plus. Ah, oui. Parce qu'après, ça s'est sérieusement gâté. Bien sûr. Alors, nous allons rendre visite aux objets volés, à ces objets que collectivement nous avons fabriqués et dont nous avons été dépossédés. Je reprends les mots. Nous les dévisageons, nous les soupesons,
nous les admirons. Rarement nous les achetons. Ouais, Il surtout si, faut pouvoir. si c'est une rupture. Nous ne les achetons pas, mais nous leur rendons une petite visite. Nous allons à la rencontre de la société de consommation. Quel sentiment nous agite à ce moment-là? De la colère? Du ressentiment? De la frustration. Je ne crois pas. Nous savons bien que nous n'allons rien acheter, sauf peut-être une babiole. Les rares fois où ça arrive, on dit qu'on a craqué. Ah, j'ai craqué. J'ai craqué. Bon. Ces déambulations, ce sont des séquences nostalgie. Ces objets, on les a faits, on nous les a piqués, il ne nous reste plus qu'à les mater. Le monde est ainsi fait. Voilà. C'est pas... Oui. Juste, mais c'est une petite, enfin pas une anecdote, hein, mais donc maintenant c'est du lèche-écran pour beaucoup. Hein. Ah, Voilà. ah. Oui, c'est vrai. Oui, c'est pas... Oui. Bon, mais disons, les géométries, c'est parce que moi, c'est les objets que nous avons fabriqués. Jean. Oui, mais il y a beaucoup de gens qui subissent une frustration plus grande. C'est ceux qui font des détours pour ne pas regarder les vitrines. Oh là là. Mais c'est pas une blague, c'est dit dans les témoignages de pauvreté. Et là, on s'aperçoit à quel point justement on est dominé par des objets qui nous écrasent. Et pour l'histoire de la consommation dont on parlait tout à l'heure, c'est ça, c'est-à-dire que le consommateur, en réalité, il ne récupère pas de puissance sur les objets. Non. Il court après, il bave après, mais bon... c'est tout. Les jeux sont faits. Les jeux sont faits, et puis ils sont au-dessus de toi. Bon, et tu bosses X temps avant de te payer ton machin. Bon. C'est ma Et ben oui. Mais bon, sans compter ceux qui peuvent et pour l'histoire de la communauté, souvenez-vous des gilets jaunes, de ce que disaient les gilets jaunes sur les carrefours. Voilà. Bon, on n'est plus seul. Ou les paysans. Hein, ça dépend lesquels. On a une famille. Parfois, il y en a qui disaient on a une famille. Bon, autrement dit, le carrefour de protestation recrée une sorte de cellule communautaire. Bon, où on essayait de refaire un peu de lien social. Bon, si vous voulez, tout ça, c'est la partie forte des manuscrits de 44. Bon, Alors, bon, ça c'était ma séquence poésie sur le lèche-vitré. Oh là là, mais poésie. Non, mais enfin, c'était pas de la poésie. Enfin quoi? Je mérite. C'est du Baudelaire alors, parce que... Ah, qu'on m'insulte. Ah bah là, vous me plaisez plus. Assourdissante autour de moi hurler. Ah oui, c'est autre chose. Voilà. Elle passait, etc. Ô toi que j'eusse aimé, ô toi qui le savais. Ah oui. On ne voit pas vraiment le lien. Non mais moi je... C'est beaucoup plus beau, Baudelaire. Ah ben oui, il en fait une beauté, mais c'est une beauté masochiste. Je redeviens sérieux. La visite aux objets volés, ça je trouve que c'est une pensée que nous pouvons avoir. La visite aux objets volés. La lettre volée. Je ne sollicite pas, outre mesure, les manuscrits de 1844. Je suis sur une expression littéraire, évidemment, bon, mais romanesque, on va dire. Bon, bien sûr, mais je ne trahis pas les manuscrits de 1844. Quatrième modalité de l'aliénation, quatrième et dernière, c'est l'aliénation qui renvoie à ce que Marx appelle l'aliénation de l'homme à l'égard de l'homme. C'est qu'en effet, l'extorsion dont est victime le travailleur aliéné, elle se fait au profit de quelqu'un de bien réel. Elle se fait au profit de ceux qui sont en mesure de faire travailler les autres à leur place. Okay ?
elle se fait à ceux qui sont en mesure de jouir. Alors, je répète, je reviens, en mesure de faire travailler les autres à leur place et de jouir de tout là où les autres sont privés de tout, qui s'approprient ce dont les travailleurs sont dépossédés. Travailleurs, je n'ai fait que parler des travailleurs qui étaient dépossédés, mais ils sont dépossédés au profit de quelqu'un. Marx dit... Assurément, le travail produit des miracles pour le riche, mais il produit le dénuement pour le travailleur. Il produit des palais, mais des tanières pour les travailleurs. Il produit la beauté, mais le rabougrissement pour le travailleur. Il produit l'esprit, mais il produit la bêtise et le crétinisme pour le travailleur. Voilà, Citation ça de aussi, Marx. un autre exemple du style marxien. Dans tous les textes du Capital, hein, livres 1, 2, 3, 4, on trouve une foule de passages comme ça qui sont absolument extraordinaires, qui sont du Balzac, etc. Marx était un fan absolu de Honoré de Balzac. Il avait lu la comédie humaine en entier, et dans le Capital, quand vous le lisez, faites attention à toutes les allusions que vous y trouverez à la comédie humaine. Il le cite en référence ou... Non. Non, voilà. C'est une fois dans les théories sur la plus-value, où il explique que Balzac est infiniment supérieur à tout le monde pour l'analyse du thé paysan. Ah ouais. Et là, tout non, est... c'est souvent... Mais c'est comme Shakespeare, c'est pareil. Je pense que Balzac et Shakespeare sont un ex aequo, sûrement. Mais on trouve des trucs de Shakespeare un peu partout. Surtout dans le Capital, parce qu'il faut dire aussi qu'il était à Londres, peut-être que ça a joué. Alors, Gérard Granel, qui est un autre prof de fac dont j'utilise les travaux, il fait observer que ces textes de 1884, qui ont juste l'air d'être simplement humanistes et moraux, quelqu'un a utilisé ce terme il n'y a pas très longtemps, ils contiennent déjà des éléments sur la logique du développement de la production dans la société moderne. Attention, je ne vais pas dire que ça fleure bon le capital, absolument pas. Absolument pas. Mais il y a des petits éléments comme ça. Pourquoi? C'est parce que Marx a commencé ses lectures économiques. Il a lu l'article d'Engels, etc. Il n'est pas encore allé en Angleterre. Il va y aller à l'été qui vient, en juillet-août avec Engels. Et il va avoir des contacts en Angleterre, etc. Bon, donc il n'a pas encore eu de contact avec la réalité. Mais il a déjà lu des petites choses. Notamment le gars que j'ai cité, la Schultz, par exemple, que j'ai cité au tout début. Alors, il parle de l'aliénation, donc d'une manière qui peut-être peut être rapprochée de l'exploitation, mais seulement qu'un peu. Hein. Je suis très prudent dans la façon de m'exprimer parce qu'il y a un gouffre. Il faut bien voir qu'il y a un gouffre entre les manuscrits de 1844 et le reste, le Capital. Mais bon, l'idée... peut-être qu'elle n'est pas trop loin de... C'est une remarque qui est importante, mais ma prudence, elle est importante aussi. Pourquoi? Parce que, je ne vais pas approfondir ça, mais je le mentionne, parce que c'est un aspect de l'histoire du marxisme qu'il faut malgré tout connaître, au moins comme ça, superficiellement, c'est que, après la guerre, il y a eu un débat Maus costaud entre les marxistes de l'époque, voilà. Donc,
des marxistes qui disaient que, alors Althusser, lui, a ouvert le bal puisqu'il a, il a dit dans Pour Marx, et dans Lire le Capital, surtout dans Pour Marx, je pense, et puis dans d'autres articles, on va dire, interventions, Althusser dit il y a un jeune Marx et un Marx de la jeunesse et un Marx de la maturité. Je n'entre pas dans cette polémique qui a occupé et qui continue d'occuper un peu le marxisme contemporain, encore un peu. Elle n'est pas totalement terminée. Je n'entre pas dans cette polémique pour une raison, disons, triviale. C'est que distinguer de manière franche, trop franche, un Marx de la jeunesse et un Marx de la maturité, cela conduit à, après, à choisir son Marx. Ouais. Et ça me gêne. Ça me gêne. Je pense que... Alors, je n'entre pas dans les détails, et en plus, là, au jour d'aujourd'hui, je serais bien incapable d'argumenter cette chose-là. C'est un débat extrêmement technique pour le marxisme. Donc, moi, ça me gêne, et donc je préfère, comment dire, réduire un peu la coupure sans la supprimer. Je trouve que ce que dit Marx dans les manuscrits de 1844, bon, qui a des allures phénoménologiques, on va dire les choses comme ça, c'est pas scientifique, mais ça mérite d'être connu aujourd'hui. Ça parle, je trouve, aux travailleurs d'aujourd'hui. Bien sûr, l'exploitation telle qu'elle est expliquée dans le Capital, on n'y est pas, mais les explications phénoménologiques de Marx, elles valent le détour. Je vais raccourcir un tout petit peu, mais dans la trace écrite, vous trouverez quelques commentaires supplémentaires. On va dire que les manuscrits de 1844, ils représentent une étape géniale de la pensée de Marx. C'est ce que j'essayais de dire là à l'instant, avec des limites qui sont également évidentes. On n'est pas encore au Capital. Marx en est encore dans les manuscrits à manipuler des abstractions. L'homme générique, c'est le cas type, l'homme générique. Donc là, on est à 50 encablures de la 6e thèse sur Feuerbach, par exemple, que j'exprimais tout à l'heure. Et il est dans une conception encore humaniste, c'est-à-dire une conception dont le point focal est l'homme, et non pas les classes, et encore moins les luttes de classe, et les rapports sociaux, la logique capitaliste, etc. etc. Donc évidemment, tout cela, ce sont des avancées qui viendront, mais qui ne sont pas encore advenues. Voici comment Lucien Sèvres synthétise son analyse de l'ouvrage, donc les manuscrits, dans une introduction à la philosophie marxiste. La position de Marx dans les manuscrits de 1844, c'est du point de vue théorique l'essai de fonder la science de l'histoire sur l'humanisme philosophique et du point de vue pratique, celui de fonder l'émancipation humaine sur l'alliance de la philosophie et du prolétariat. Une alliance où les philosophes, c'est-à-dire en fait les bourgeois avancés, jouent naturellement le rôle dirigeant. On comprend alors ce que peut signifier l'inlassable tentative de présenter des manuscrits de 1844 comme le maître-livre du vrai marxisme. Celui que, malheureusement, Marx aurait abandonné
pour le dogmatisme scientifique et le sectarisme de parti. Ça, c'est une appréciation qui me paraît utile pour se méfier des productions, des recherches, des ouvrages qui sont encore nombreux aujourd'hui, qui accusent exagérément la coupure. Et donc moi je dis, on se calme, essayons de creuser cette affaire qui est complexe. Je suis sûr que c'est complexe, et moi je ne suis pas en capacité d'apporter une contribution, c'est bien clair, mais je dis attention, Marx en 1944, c'est aussi Marx en 1859, ne coupons pas les choses trop vite. Donc, en tout état de cause, tout cela va être dépassé, il va y avoir des tas de choses qui vont intervenir. Par exemple, donc je l'ai déjà un tout petit peu dit, en août 1944, Marx rencontre Engels une bonne fois pour toutes. Ils vont passer l'été ensemble et en tirer la conclusion qu'ils sont d'accord sur toutes les choses essentielles, je ne sais plus quel est le terme qu'ils emploient, que nous étions d'accord sur l'essentiel. Ils vont enchaîner sur un voyage en Angleterre. Début 1945, on va dire 6 mois après, Marx rédige les thèses sur Feuerbach. Je ne fais que les citer, mais il y a 11 thèses, 11 thèses, je crois, ou 12. Ce sont des thèses qui sont en quelque sorte le résumé du travail qu'ils vont entamer avec l'idéologie allemande. Finir de se mettre d'accord sur leurs idées et coucher sur le papier la conception matérialiste de l'histoire, l'idéologie, etc. Donc là, 1845-46, automne 45 et printemps 46. L'ouvrage est achevé, quasiment achevé, mais ils ne trouveront pas d'éditeur. Et ils vont devoir, dit Marx un jour, bien après, l'abandonner à la critique rongeuse des souris. Bon, ils se consolent en se disant qu'ils se sont mis d'accord sur leurs idées, lui et Engels. Alors, regardez bien la succession de brochures ou de livres qui arrivent. En 1947, va arriver « Misère de la philosophie ». Ça, c'était un ouvrage non prévu puisque c'est une réponse à Philosophie de la misère de Proudhon. Bien. Là, Marx n'a pas le choix de l'agenda, il faut bien qu'il s'y colle et il répond. Et c'est « Misère de la philosophie » en 1947. Au même moment, donc je disais, il est à Bruxelles, il donne des conférences aux ouvriers de Bruxelles, il en donne 5 de mémoire, et quand elles vont être réunies en brochure, cette brochure va s'intituler « Travail salarié et capital ». Et on sent, il n'y a que 6 mois de plus, 6, 7, 8 mois de plus par rapport au manuscrit de 1944, et je ne vous dis pas la différence entre les manuscrits de 1944 et Travail salarié et capital du point de vue des connaissances économiques. C'est un truc de fou. Et étant entendu que Travail salarié et capital n'arrive pas lui-même à la cheville du capital. 1859. Mais, bon, chaque mois qui passe, c'est ça la caractéristique, c'est que chaque mois qui passe, Marx fait des sauts de géant. En 1948, c'est le manifeste du Parti communiste, bien entendu, qui paraît au ras des moustaches. Il était temps qu'il paraisse les révolutions où le printemps de 1848 était déjà commencé, je ne sais plus dans quel pays, Pologne ou quelque chose comme ça,
Un ou deux pays s'étaient déjà soulevés. La France, ça sentait le roussi également. Et les personnes, la Ligue des communistes qui avait commandé à Marx une brochure intitulée Manifeste du Parti communiste, s'impatientaient. Oui, mais Marx avait perdu du temps avec misère de la philosophie, qui n'était pas de son fait, et il avait perdu du temps avec travail salarié et capital, ça c'était de son fait. Donc, tout ça fait que il a rédigé le manifeste, il était à la bourre, tout début 48. Il est sorti des presses en janvier ou en février, quelque chose comme ça. Voilà. Ces 3 ou 4 documents, c'est là, et surtout l'idéologie allemande, mais enfin, c'est là où Marx et Engels, on va dire maintenant, sortent de l'humanisme philosophique et ils rentrent dans autre chose. C'est ce qu'ils n'appelleront pas le matérialisme historique, ce qu'ils appelleront conception matérialiste de l'histoire. Matérialisme historique, c'est une formule qui va s'imposer bien après. Comment ça s'est fait que tout à coup il a trouvé un éditeur 2 ou 3 ans après? Pour misère de la philosophie, je n'ai pas le détail, sûrement qu'on trouverait des indications dans la correspondance de Marx et Engels, mais on peut imaginer que, comme il y avait Proudhon, c'était Proudhon et Marx, hein, c'était philosophie de la misère et misère de la philosophie. Donc, les deux ont été édités. Parce que, attention, ça me donne peut-être l'occasion de rectifier une ambiguïté éventuelle de nos propos, c'est que Marx a publié sa réponse, mais elle est parue avec aussi avec le livre de Proudhon. Hein. Enfin, en tout cas, maintenant, c'est comme ça que ça se fait. Hein. Elle est parue indépendamment. Elle est parue indépendamment. Oui, mais il ne faut pas oublier, il l'a écrit directement en français. Alors, écrit en français. Bah oui. Bon, remarquable. Tout à fait. Oui, 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 c'est écrit directement en français. C'est le seul. Hein. Et ça a été publié donc ici d'abord. Ici, tu veux dire en France. En France. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez le contexte des manuscrits, c'est un moment particulier, précédé par une période d'ébullition intellectuelle sur laquelle je n'ai pas vraiment insisté, et suivi par une autre période d'ébullition intellectuelle sur laquelle j'ai dit un petit peu plus de choses. C'est parce qu'il y a l'idéologie allemande dedans, donc évidemment, on ne peut pas comme ça passer par-dessus l'idéologie allemande. Mais puis il y a aussi Travail salarié et capital, qui fait encore partie des petits ouvrages que l'on conseille pour la formation marxiste. Voilà. Et après, Marx va mettre un temps fou à se persuader que les révolutions de 48 sont finies. Il va y croire, et puis ce n'est que dans les années, au cours des années 50, hein, qu'il se dit que non, vraiment, les carottes sont cuites, et donc il va vraiment se concentrer sur le massif du capital. Monsieur le professeur. Oh, bon, non, mais surtout pas. Tu peux m'appeler ce que tu veux, mais pas ça. T'as qu'à dire le chien si tu veux, je m'en fous. Mais pas. Bon. Mais c'est élogieux. Il y a un point. Vous pouvez être fier d'être professionnel. Ouais, non, mais... Si vous saviez ce que... Bon, allez, on va pas... Mais la conférence en juin, c'est Marx au secours par Jean. Il y a un point peut-être qu'il faut souligner pour que tu vois, voir un peu l'ambiguïté, mais elle est riche. Tu as insisté sur l'aliénation, mais c'est quand même là, y compris dans le travail aliéné, que
les travailleurs se façonnent eux-mêmes et continuent à se façonner Oui, eux-mêmes. tu reviens- C'est-à-dire que, oui, tu reviens sur tout à l'aliénation, l'heure. le fait que ce soit du travail aliéné, n'empêche pas la valeur du travail. C'est ça. Alors ça, il le dit textuellement, il l'a pompé à Hegel. D'accord. Là, c'est très clair. Alors, c'est quelque chose d'important parce que, si tu veux... Ça accuse l'aliénation. Ça. Oui, mais malgré tout, c'est là-dedans qu'on se fait. C'est ça. On ne peut pas en sortir. Et dans ce travail aliéné, on produit encore de la vie sociale et de la communauté. Et là, Marx ne fait pas tellement la distinction. Après, il y aura les rapports sociaux, on va passer de... Ouais. Bon, là, on n'y est pas du tout. Mais c'est quand même là qu'on façonne de la communauté. Et ça va prendre une figure particulière qui va dominer la conception du communisme. Il ne l'a pas inventé, hein. Mais c'est que c'est l'association. Cette vie commune, hein, cette vie sociale, cette communauté du travail, elle prend la figure de l'association. Alors c'est pas lui qui l'a inventé. Dans un livre ancien, Jacques Rancière avait publié des textes, si vous voulez, de l'aristocratie ouvrière. Ça s'appelait La Parole ouvrière. C'était en particulier les typographes français, etc. C'est eux qui ont inventé cette formule de l'association du travail, qui va définir le communisme. Bon. Mais dans le Capital, quand même, le travail aliéné, le travailleur ne se réalise pas dans le travail aliéné, quand même. Et la communauté, parce que, enfin, il distingue, ça a évolué quand même. Oui, oui. Il y a quand même quelque chose. C'est toujours pareil avec les mots. Hein. L'aliénation, il y a plusieurs définitions. Hein, ouais. Et il y a aussi l'aliénation. En fait, ça peut être aussi être dépossédé de soi-même. C'est dépossédé de soi-même. C'est quand même à travers cette dépossession qu'on va récupérer en quelque sorte son essence. Il y a un texte, c'est dommage. Oui, y compris dans le Capital d'ailleurs. Mais à travers, dans le Capital, ce sera plus clair parce que ce sera à travers la lutte. Bon. Et là, on n'est pas encore au moment des manuscrits de 44 avec cette clarté, si vous voulez. Bon, par contre, on le voit, il y a des textes qui ont un certain relent un peu romantique, si vous voulez, où il décrit les travailleurs qui, justement, par exemple, discutent dans une taverne ou autre, et finalement, à travers la discussion, qu'est-ce qu'ils cherchent? Bon, bien sûr, il y a oui, mais ça, dans les manuscrits. Dans les manuscrits. Voilà, dans les manuscrits. Mais alors, après, ce sera à travers la lutte. Mais seulement la lutte, elle va prendre cette figure de l'association. Parce que c'est l'association qui va faire la continuité, si vous voulez, entre la lutte actuelle et la définition du communisme. Ce qu'on voit, par exemple, dans le manifeste. Pour renforcer ce que dit Jean sur la grande différence entre les manuscrits et le Capital, je ne l'ai pas dit parce que je voulais vraiment me concentrer sur les formes phénoménologiques. Mais dans les manuscrits de 1844, il faut savoir que Marx va jusqu'à dire, que ce sont les travailleurs qui sont les responsables de leur aliénation et qu'ils s'auto-aliènent. Sich entfremdet. Donc, si on n'est pas journaliste, traduction. S'auto-aliène. On va faire des cours de... S'auto-aliène. Donc, mais là, c'est parce que Marx n'a pas encore, donc ce que tu disais, c'est qu'il n'a pas encore élaboré le concept de classe et de lutte des classes. Mais est-ce qu'il n'est pas à ce moment-là dépendant encore de Hegel? Alors, attention, parce que chez Hegel, il y a la même ambiguïté. Oui, non, mais après, il va se détacher quand même beaucoup plus. Ah, oui, mais c'est tellement compliqué, ça. Enfin bon... C'est tellement compliqué. Restons dans notre registre. En tout cas, dans les manuscrits de 44, il en est
assez directement dépendants. Bon, pour dire un mot de ça, puisque... bon. Ah bah, j'ai un professeur, j'en profite. Elle est dégueulasse. Elle t'exploite. Ah oui, on est dans le système capitaine. Bon, ce qu'il a derrière la tête, il le dit d'ailleurs, au moment des manuscrits de 44, il est en plein plongé dans la lecture d'un gros livre de Hegel qui s'appelle La phénoménologie de l'esprit. Bon, voilà. Et alors, en particulier, évidemment, il y a quelque chose qui le titille, c'est la fameuse dialectique de la maîtrise et de la servitude qu'on trouve dans la phénoménologie. Et alors, ce qui est intéressant dans ce fameux chapitre, alors il faut attention, on traduit souvent maître-esclave, non, parce que la dialectique de la maîtrise et de la servitude, ça ne concerne pas une période historique qui serait celle de l'esclavage antique. Mais ce qui est intéressant dans cette dialectique, c'est que Hegel dit le maître. Bon, le maître, il domine l'esclave. Bon, mais du coup, il est lui-même victime de ses désirs. Il les fait satisfaire par un autre, mais il ne fait rien. Et celui qui va, en quelque sorte, dominer l'histoire, c'est le serviteur. Parce que c'est lui qui bosse. C'est lui qui intercale entre ses désirs et la satisfaction, il intercale la production, le travail. C'est ça qui pompe à Hegel. Bon. Avec la même ambiguïté, puisque vous voyez bien que chez Hegel, c'est le dominé qui finit par être le chef de l'histoire. Bon. Ben, c'est un peu ça, juste à la fin. Ben oui, justement, c'est très dit. Les rapports avec Hegel, c'est complexe. Hein. Ouais. Et alors, juste pour dire un mot sur les manuscrits de 44, il ne faut pas oublier que ce n'est pas une œuvre. Oui, c'est pas un texte, c'est des notes, des notes inachevées. Bon, hein. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ces notes, on ne les a pas connues. Il ne faut pas oublier, Engels s'est usé les yeux à déchiffrer les manuscrits du Capital. Il est mort, il a fini, mais il est mort. Et après, on n'a pas beaucoup publié les textes de Marx. On a republié des textes déjà publiés, mais on n'a pas publié ce qui était inédit. Bon. Et les manuscrits de 44 ont été publiés dans les années 30. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? L'idéologie allemande aussi. Ben oui, mais qu'est-ce qui s'est passé dans les manuscrits de 44? Face au stalinisme, on en a fait le rempart d'un humanisme anti-stalinien. Bon. Et alors, la direction stalinienne, qu'est-ce qu'elle a, comment elle a répondu? Eh bien, elle a répondu en inventant un humanisme socialiste qui était vachement prometteur, puisque son promoteur, c'était Staline lui-même. Évidemment, vous voyez ce que je veux dire? Bon, et ça vous explique aussi, alors, la polémique anti-humaniste d'Althusser, d'après-guerre, bon, qui était l'humanisme, c'est devenu, si vous voulez, le paillasson sur lequel tout le monde marche, quoi. Bon, ça. Alors, après, qu'est-ce qu'on peut dire un peu de ça? Il est probable, parce que bon, Althusser, il avait deux arguments. Le premier argument était complètement faux, c'est l'aliénation disparaît des textes après. Ouais, ça c'est complètement faux. Le deuxième argument, c'était on passe d'un Marx qui parle de l'homme à un Marx qui parle des rapports sociaux, c'était déjà beaucoup plus... c'est un peu réducteur. Mais surtout... Le problème donc de ça, c'était de savoir qu'est-ce qu'on faisait, puisque c'est vrai, il y a si vous voulez, de l'aliénation, on en trouve dans les textes tardifs. Alors, quelle est la valeur de ça? Dans les manuscrits de 44, c'est un concept explicatif, l'aliénation. Ça explique la figure de la société. Et il y a un texte qui, à mon avis, n'a pas été assez expliqué dans le Capital, où il dit... en somme, c'est une façon dont les choses apparaissent. Vous voyez, c'est le phénomène du capital. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est... Ben oui. Ah ben, bon, je la chercherai pour la... parce que là, ça veut dire que c'est plus du tout un concept explicatif,
qu'il a au contraire besoin d'être expliqué par quoi? Par les phénomènes de pouvoir qu'il y a dans la production, dans la société, mais que c'est une façon, en somme, dont les choses se montrent, vous voyez, aux individus, se montrent aux agents sociaux, etc. C'est pour ça que je parle d'approche phénoménologique. Alors ça, Granel, qui est un phénoménologue de formation, était en plein dans... voilà. Donc, Voilà. ouais. Prochaine séance, jeudi 8 février. Jeudi 8 février, à Garibaldi, le temps des ouvriers. C'est le film qui est jeudi, passé à la hein. télé, en plusieurs épisodes. Il y a aussi le Non, non, c'est Hein? Il n'y a pas le mercredi. Non, mercredi, non, non, c'est un épisode sur Ok, c'est le Non, lien c'est pas celui-là. conférence et séminaire. Non, je crois que je l'ai vu d'ailleurs. C'est pour faire la publicité au séminaire et puis Ah, c'est peut-être celui-là. puisque quand même